Bonjour à tous, moi je suis Mathilde Pinto, je suis référente territoriale au sein du cluster ODIS. Donc on est une association qui œuvre à la construction et à l'aménagement durable et innovant. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette conférence et donc d'être bien entourée de partenaires qui pourra parler bien mieux que moi de leur quotidien et de comment ils ont travaillé de près ou de loin avec les matériaux biosourcés. Donc vous avez déjà eu une présentation assez complète, donc effectivement on est sur la fin de 3 journées riches et variées qui ont pu donner un petit peu un avant-goût à la fois sur la découverte de quoi parle-t-on en matériaux biosourcés, de mise en œuvre, et aujourd'hui on finit avec la partie marché public. Vous en tant qu'acteur, comment répondre à un marché public, comment écrire un marché public avec justement l'intégration de ces matériaux-là, de quoi parle-t-on comme matériaux, vos ressources locales. Et donc du coup, on est ensemble pour à peu près 45 minutes, donc où les intervenants vont se passer la parole et pourront échanger aussi entre eux, et vous aurez un temps d'échange à la fin où le micro vous sera donné si vous souhaitez aller plus loin, poser des questions, et on pourra également poursuivre à la partie du buffet. Donc on va débuter nos échanges déjà avec notre premier intervenant qui se trouve juste sur ma droite, donc Jeanne Legendre, donc de l'agence territoriale. Oui, je te passe le micro. Donc de l'ATD 24. Aujourd'hui, on parle de matériaux biosourcés. Vous êtes en fait une structure qui accompagne de près les collectivités territoriales, à la fois sur les conseils jusqu'à l'étude de faisabilité. Je pose la première question. Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de matériaux biosourcés, et quels sont les leviers juridiques qui peuvent justement permettre aux collectivités de pouvoir les prescrire? Oui, effectivement, la commande publique peut paraître comme un frein pour les collectivités dans la passation de leur marché, mais en fait, elle recèle plein de leviers intéressants justement pour avoir des matériaux biosourcés dans ces constructions. J'ai la lourde tâche donc de vous présenter la partie réglementaire de la commande publique, parce que vous avez quand même des obligations, pas que sur le biosourcé, mais sur tout un volet environnemental. Je vais juste commencer mon propos pour présenter l'association 3R qui devait être présente. L'association 3R, c'est un réseau d'acheteurs de Nouvelle-Aquitaine avec une thématique très forte sur l'achat durable. Et cet asso, depuis 2006, en fait, elle a un but, c'est vraiment de susciter l'intérêt des acheteurs, mais aussi des agents et des directions, des élus, sur l'achat public durable, et de favoriser les échanges et les retours d'expérience entre acheteurs publics. L'ATD, je vous présente vite fait l'ATD. Donc l'ATD, on existe depuis très longtemps, depuis 1983. On accompagne les collectivités territoriales sur une multitude de thématiques, le numérique, la cartographie, l'eau, l'assainissement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment l'accompagnement des collectivités en tant que maîtres d'ouvrage sur la construction et la rénovation de bâtiments, mais aussi sur toute la partie passation et exécution des marchés publics. J'essaye d'être concise. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'un matériau biosourcé? Donc on a une définition bien sûr dans le code de la construction, le législateur ne nous a pas oublié. Donc en fait, un matériau biosourcé, c'est un matériau qui est issu de la biomasse végétale ou animale. Et qui est utilisé comme matière première pour des produits de construction, d'aménagement et de décoration. Donc on vous a mis des exemples, typiquement le bois, le chanvre, la laine de mouton, etc. Donc ces matériaux-là peuvent être intégrés soit dans la structure, soit dans l'isolation, soit dans les peintures. Enfin, vous verrez des exemples plus précis avec mes autres partenaires de conférence. Voilà. Donc moi je suis juriste, donc j'ai pris mon rôle à cœur. Donc vous m'entendez bien? C'est bon? J'ai pris mon rôle très à cœur, donc vous rappelez les fondements, les piliers de la commande publique. Donc un libre accès à la commande publique, c'est-à-dire que tout opérateur peut accéder à la commande publique, d'où les mesures de publicité et de mise en concurrence. La transparence des procédures, donc un opérateur doit savoir sur quel marché il postule et sur quels critères son offre sera évaluée. L'égalité de traitement, donc voilà, on privilégie pas un candidat par rapport à un autre.
Et le quatrième pilier qui est arrivé notamment avec la loi AGEC, qui est la performance de l'achat public, donc performance notamment en développement durable, donc comment la collectivité va performer son achat public pour respecter ses obligations en termes de développement durable et aussi de répondre aux enjeux sociétaux environnementaux actuels. Donc je vous fais grâce de la lecture des articles du Code de la commande publique, que vous aurez tout le loisir de lire quand vous aurez la présentation. Donc, ce qu'on parlait, c'est que le Code de la commande publique vous offre plusieurs leviers en fait pour intégrer des matériaux biosourcés ou d'autres considérations environnementales dans vos marchés, notamment le sourcing, qui est une phase en amont de votre marché public et qui va vous permettre justement d'aller voir différents acteurs du biosourcé, de l'économie circulaire, du réemploi, pour voir comment vous pouvez monter vos marchés et voir si vous avez des acteurs qui peuvent répondre à votre demande. Bien définir son besoin, ça c'est essentiel pour passer un marché public, même s'il n'y a pas de biosourcé dedans, donc effectivement bien définir son besoin. Vous allez avoir aussi toute une série de labels qui vont vous permettre de mettre des spécifications techniques dans votre cahier des charges. Vous pouvez aussi vous aider des critères d'attribution, donc pour évaluer les offres des candidats en fonction de critères environnementaux que vous aurez mis en place. Sur des conditions d'exécution aussi, avec des clauses qui imposeront aux candidats retenus de respecter certaines considérations environnementales. Donc on verra tout à l'heure dans une slide la différence entre critères, clauses, etc. Et enfin, l'allotissement, qui est une technique aussi à privilégier si vous voulez faire des lots justement sur du biosourcé, sur certaines thématiques. Donc justement, la différence, un critère environnemental et une clause environnementale. Le critère, ça va correspondre à la base de choix de l'évaluation des offres. Donc c'est un critère en fait de sélection des offres que vous allez recevoir. Typiquement, vous allez mettre un taux de matériaux biosourcés. Plus le candidat vous mettra des matériels avec un taux de biosourcés fort, plus il aura une meilleure note. Une clause environnementale, c'est une exigence que vous allez imposer au candidat, qui va être inséré dans le cahier des charges auquel il ne pourra pas déroger. Typiquement, pour un marché de maîtrise d'œuvre, on vous a mis un exemple, c'est avoir des références en matière biosourcée, avoir déjà construit, déjà utilisé ce matériel-là. Et pour un marché de travaux, c'est pareil. Est-ce que le candidat utilise des produits labellisés ou est-ce qu'il peut avoir une traçabilité des matériaux biosourcés? Oh là, je suis passée. Oui, non, j'ai fini. Non, pas une slide sur toutes les lois. Ah, c'est dommage, vous avez fait un panorama de toutes les lois qui vous imposaient des obligations justement environnementales et qui a disparu, mais je peux vous le faire à l'oral, il n'y a pas de souci. Donc déjà, dans les cahiers des clauses administratives et générales, vous avez des spécifications qui peuvent vous aider. Il y a la grande loi, la loi AGEC, la loi contre le gaspillage et l'économie circulaire, qui vous impose en tant que collectivité territoriale d'acheter des produits issus du réemploi ou réutilisables et des produits contenant des matériaux recyclés. Donc là, vous avez un arrêté qui fixe la liste des familles de produits. Typiquement en informatique, vous avez une proportion d'achat en matériel informatique qui doit contenir des matériaux recyclés. Heureusement que j'ai pris mes notes alors. La loi climat et résilience de 2021 qui va obliger les acheteurs publics à partir du 22 août 2026 à introduire dans les cahiers des charges des critères d'attribution qui prennent en compte les considérations environnementales et qui doit aussi prévoir des conditions d'exécution. Concernant les matériaux biosourcés, vous aurez une obligation au 1er janvier 2030 où vous devrez utiliser au moins 25% de matériaux biosourcés dans vos rénovations lourdes et dans vos constructions. Vous avez la loi Industrie verte, qui accélère la prise en compte des critères environnementaux, où là, vous aurez la possibilité d'éliminer des candidats qui ne satisferont pas à leurs obligations en matière de publication de bilan émissions de gaz à effet de serre, et aussi qui vous impose des critères environnementaux pour des marchés spécifiques, comme les marchés des véhicules électriques. Voilà. Donc c'est bon pour ma partie. Mais vous allez voir, il y a plein de solutions pour puissiez répondre à vos obligations.
Merci beaucoup. Donc désolée, effectivement, il y a eu un petit saut de slide, donc, mais que j'ai très vite retrouvé. Bon, merci en tout cas pour d'avoir pu gérer à l'oral et on a pu le voir à la fin et vous aurez de toute façon la présentation complète dans vos mails. Donc merci pour ces présentations. Donc on vous avez montré effectivement que la réglementation aujourd'hui est en faveur de l'usage des matériaux biosourcés dans la construction. Vous avez utilisé beaucoup de termes qu'on va justement revoir par la suite avec des retours d'expérience et notamment avec Kevin Peber donc, de Terren. Vous avez eu la possibilité de mettre en œuvre justement ce type de matériaux sur certains projets. Vous avez voulu traduire vos ambitions environnementales et vraiment vous accrocher pour pouvoir le réaliser. Et donc, quelle méthode finalement avez-vous utilisée? Quels ont été ces retours? Quelles ont été effectivement les questions de sourcing, etc. qu'on a pu voir en amont? Comment ça s'est traduit, vous, dans vos projets? Merci, bonsoir à tous. Donc je me présente, donc je suis Kevin Peber, donc ingénieur responsable d'opération au sein de l'ingénierie Terren. Nous sommes basés à Périgueux. Je vais notamment vous présenter le cas pratique, un petit peu plus pratique, où on est intervenu dans le cadre de la collectivité, donc de la mairie de Champs-Vinel sur son restaurant scolaire. Et on pourra faire aussi une présentation également de nos locaux où nous avons porté le projet de la maison de l'habitat qu'on appelle l'Oustal. Donc très rapidement, donc Terren, donc nous sommes à l'ingénierie au service des collectivités et au service des maîtres d'ouvrage, à la fois en portage de projet, en mandat ou en assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc voilà, on est là pour accompagner les projets à la fois administrativement, juridiquement, financièrement et techniquement. Donc le focus particulier pour une opération type, j'ai voulu être très, très focus sur comment on gère un programme, et typiquement par exemple celui de Champs-Vinel, où nous sommes arrivés sur la phase programmatique, où juste un petit peu avant, il n'y a pas le slide, mais juste s'il y avait une flèche avant, c'était le programme de l'ATD. L'ATD était là, a fait déjà une étude de faisabilité. Donc elle était juste en amont, j'ai pu récupérer cette étude de faisabilité et on a pu la traduire via un programme. Un programme, c'est, j'ai envie de dire, la pierre angulaire de cette opération, où là on a essayé de définir le plus clairement les ambitions, les exigences, les souhaits de la commune de Champs-Vinel sur leur futur restaurant scolaire, où là on a pu définir de manière, on a essayé de définir de manière le plus précisément possible leurs besoins. Donc, pour éviter d'allonger la liste, ils ont clairement voulu avoir un projet vertueux d'un point de vue environnemental, mais c'était lié aussi avec un souhait d'avoir un ouvrage qui rentre en ligne de compte avec la gestion du restaurant scolaire. Ils sont 3 carottes éco-cert, donc c'est une gestion biologique de la cantine. 80% des légumes traités sont donnés aux enfants et c'est de la production maraîchère de la collectivité. Donc pour être très focus, ils ont une production maraîchère, ils voulaient avoir une légumerie et un restaurant scolaire très très vertueux. Donc à partir de là, on a essayé de traduire ça vis-à-vis d'une étude programmatique. À partir de là, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc un des premiers rôles a été déjà de définir qu'est-ce qui rentre dans le cadre, et je rentre directement dans le cadre des assurances. On va y rentrer. Il y a, pour ceux qui sont dans le domaine du bâtiment, il y a des règles de l'art, il y a des choses qui sont assurées, d'autres qui ne le sont pas, ou plus difficilement. Et on va dire que ça a été un petit peu le premier spectre d'analyse, ça a été quels sont les outils biosourcés, hein, c'est l'objet du thème de ce soir, les éléments biosourcés qui sont définis dans les règles de l'art et qu'on peut utiliser dans le cadre d'un projet, ceux qui sont en cours d'établissement de règles, de normes, on va parler d'ATEX, d'avis techniques, etc., de règles professionnelles, ce genre de choses, et ceux qui ne le sont pas. Et là, ça a été déjà un premier filtre de notre part pour étudier, pour définir un programme. À partir de là, nous ne sommes pas tout seuls. Nous accompagnons bien évidemment d'une équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, dans le cadre de Champs-Vinel, ça a été l'objet d'un concours de maîtrise d'œuvre où nous avons retenu l'ensemble d'une équipe, donc bien sûr que vous avez peut-être plus l'habitude, donc architecte, bureau d'études acoustiques, bureau d'études environnementales,
sur cette opération, même chose, il y avait des solutions donc d'analyse de cycle de vie. On était sur l'ancienne réforme, maintenant on n'en parle plus, mais c'est ce qu'on appelait le E plus C-, qui était pratiqué. Donc sur le projet, on est E3C2, donc très forte exigence énergétique et très forte exigence en faible carbone. Donc là, sur cette opération, donc accompagnée de la maîtrise d'œuvre, il a fallu traduire ce programme par un cahier des charges pour que les entreprises puissent y répondre. Et à partir de là, donc, dans toute cette phase d'étude, pour ceux qui connaissent, donc on passe par des avant-projets sommaires, on passe par des permis de construire, des APD, on termine par un pro, un dossier de consultation. Dans le temps, derrière, il y a le fameux sourcing qui a été évoqué juste avant. Donc il y a tout un travail de sondage de la filière. Donc pour parler du restaurant scolaire, donc il y a eu déjà de multiples échanges avec tout ce qui était. On savait qu'on allait s'axer sur de la charpente bois, sur le mur à ossature bois. On ne savait pas encore le matériau précis qui allait être fait en termes d'isolant. Donc à partir de là, c'est là où j'ai pointé dans le slide. Pardon, excusez-moi. C'était avoir différentes solutions et des variantes. Ça, c'est la traduction au niveau de l'appel d'offres. Mais en fait, il faut avoir plusieurs scénarios en poche pour pouvoir arriver à terme à une consultation d'entreprise où on a une solution technique éprouvée et concluante. Donc, pour être clair, Champs-Vinel, on avait étudié de la paille hachée qui avait été utilisée sur la maison de l'habitat, mais c'était une procédure qui était soumise à latex. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un avis technique expérimental qui est sous surveillance, qui demande des protocoles particuliers. On avait aussi la botte de paille simple qui se rentrait dans le mur à ossature bois, qui elle répond à des règles professionnelles, les règles du RNCP, règles nationales de construction paille, qui là rentre aussi dans le cadre des assurances depuis peu à l'époque, c'était en 2024, donc ça venait juste de rentrer dans les règles assurantielles et validé par l'agence qualité construction. Donc à partir de là, on avait le scénario botte de paille, on avait le scénario paille hachée, et on avait aussi le scénario ouate de cellulose, que vous connaissez aussi, un autre matériau. Donc il faut, dans le cadre des études, avec le maître d'œuvre, avoir ces 3-4 scénarios sous la main pour pouvoir, en fonction de la maturité des filières, en fonction des entreprises qui répondent à l'appel d'offres, pouvoir choisir la bonne option. Donc quand je parle d'option, peut-être que voilà, la TDA au niveau juste, c'est option, en fait, ça peut être de variantes, ça peut être des solutions, ce qu'on appelle aussi des prestations supplémentaires éventuelles. Ça nous permet d'avoir une solution pour rebondir et pour choisir également une solution qui peut être pertinente. La troisième phase après l'étude et le dossier de consultation d'entreprise, c'est vraiment le propre, c'est la consultation avec les remises des offres des entreprises et des artisans. À partir de là, il y a tout un travail, quand on s'est laissé la possibilité d'avoir des variantes et des prestations supplémentaires éventuelles, c'est déjà de les questionner, parce que bien évidemment, ils ont répondu à un règlement de consultation qui met des notes sur le mémoire technique. Vous avez plus l'habitude, mémoire technique, fiche matériaux, protocole, mode opératoire de l'entreprise spécifique. Très bien, ça s'est évalué, noté. Le prix, bien évidemment. Sur cet appel d'offres à Champs-Vinel, il y a eu un choix par rapport à l'allotissement qui a été proposé. Nous, on avait un allotissement de 14 lots. Et 6 lots sur les 14 avaient un choix de critères différents des autres lots, où on avait accentué, pour ceux que ça parle, 60% de notre technique, 40% de notre prix. Ou habituellement, je ne sais pas, mais vous avez plutôt souvent entendu 60% le prix, 40% la technique, ou 50-50, enfin ça dépend, c'est des critères. Là, il y a eu un choix de volonté forte, où on a fait un choix précis, 60% la note technique, 40% la note prix. Donc là, c'est vraiment un engagement de la mairie de Champs-Vinel, mais également et du coup de nous, de la rédaction de nos pièces et dans l'analyse, c'est que on peut être maître de noter une entreprise qui propose un process technique ou un mode opératoire particulier, avec notamment le biosourcé qui était un des critères, pour pouvoir le retenir et le valoriser. Donc à partir de là, on le questionne techniquement.
Bien sûr, sans oublier la partie financière, on peut négocier avec lui en fonction de son offre. Mais ce qui a été particulièrement intéressant pour justement, ça a été l'audition des candidats. Où l'audition des candidats nous a permis clairement d'identifier les filières, comment ils s'approvisionnaient en matériaux biosourcés. Dans ce projet, il y avait également la notion de réemploi. Donc c'est un restaurant scolaire, donc il y avait du réemploi d'un point de vue équipement de cuisine, il y avait du réemploi dans les matériaux. Et donc du coup, comme c'était, je parle de 2024, c'était encore, on essuyait les plâtres sur cette opération. Donc ça a été très pertinent d'auditionner les candidats pour qu'ils nous identifient leur filière, qu'ils nous les garantissent, qui s'engagent pour pouvoir justement consolider nos études et voire même les critiquer derrière, peut-être retenir une autre, je parlais de prestations supplémentaires éventuelles, ça a été le cas où on a pu auditionner un candidat et on a pu retenir certaines prestations, certaines variantes grâce aux auditions. Et à partir de là, on a pu identifier bien évidemment les titulaires du marché, les entreprises, les 14 lots, et la dernière et ultime solution, c'est quand on est dans la phase chantier, c'est éventuellement d'introduire un avenant de marché, un avenant de marché de travaux, mais là on est très contraint, très limité par le code des marchés publics, où on peut éventuellement apporter un équipement, un ouvrage particulier, une modification particulière, mais celle-ci elle est particulièrement contrainte, donc, mais bon, on la connaît tous, hein, c'est un peu l'adaptation au chantier suite à la découverte ou à la rencontre d'un imprévu. J'ai voulu mettre en présentation, je ne sais pas si vous appréciez bien, donc là c'est les photos donc, typiquement de la fabrication hors site du restaurant scolaire Champs-Unel. Vous avez en photo du mur à ossature bois, remplissage bottes de paille, isolation en laine de bois, où l'ensemble de la préfabrication a été fait hors site. Donc là, le marché a été contractualisé avec l'entreprise Aslan du Bergeracois, qui a cette capacité. Donc du coup, vous voyez, on devine de très grands hangars, de la possibilité donc de travailler à hauteur d'homme pour faire l'ensemble des ouvrages, remplissage paille, laine de bois par pluie, des choses qui demandent de la précision, parce que si la paille est exposée un petit peu à l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Donc voilà, donc là aussi on a développé également la fabrication, ce qu'on appelle hors site. Derrière, je voulais synthétiser également, donc, au niveau de l'analyse de la consultation, ce que je vous ai parlé, il y a le financier, il y a le technique. Donc là, en tant que maître d'ouvrage, vous avez le choix de mettre les fameux critères et la pondération de ces critères. Donc ça peut être un choix par lot, ça peut être un choix global, tous les lots sont traités de la même manière, certains non. Nous, on a fait un choix sur Champs-Unel de cibler certains lots où on voulait faire une pondération sur la technicité. Donc voilà, les critères, donc, ce que définissent très bien les équipes de maîtrise d'œuvre, ce sont des CCTP, des cahiers des charges. Derrière, bien évidemment, ils ont interdiction de citer des marques et de la localité, des choses, ça c'est assez interdit, mais par contre on peut en revenir sur donc des produits ou des analyses de cycle de vie, des fiches matériaux, des FDES, on va en parler. Ce sont des fiches où il faut avoir des entreprises qui maîtrisent très bien leurs process et qui arrivent à les justifier. À partir de là, quand ils maîtrisent leurs process et qu'ils les justifient, ça rentre dans le cadre du marché, ça rentre dans leur mémoire technique et dans leurs offres. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile à analyser et à valoriser. Donc nous, dans ce cadre-là, Champs-Unel, on était en marché à procédure adaptée. Et en même temps, voilà, je voulais accentuer sur la notion de consultation souple, acceptant les variantes et les PSE. C'est un peu de travail en analyse, mais souvent des maîtres d'ouvrage refusent les variantes. Mais dans ce cas-là, dans le biosourcé, dans des filières pas forcément matures, il faut s'accepter l'analyse de la variante qui demande du travail. En rapport d'analyse des offres, ça demande d'étudier plein de scénarios possibles, mais ça nous laisse la possibilité de choisir la meilleure. Et notamment, si le focus il est axé sur
sur le biosourcé, le réemploi, mais ça peut bien fonctionner. Vous avez l'exemple derrière donc, de la maison de l'habitat où on a utilisé le process donc, de latex, de la paille hachée insufflée. Donc vous avez un gros camion aspirateur qui souffle de la paille hachée dans des caissons de bois déjà préinstallés avec des petites fenêtres, voilà ici. Et je vous ai présenté également la prestation supplémentaire éventuelle qui a été retenue dans le cadre du marché de Champs-Vinel. Ce sont de la brique à terre crue. Voilà, une petite correction là-dessus, c'est de la brique de terre crue. Où c'est quasiment au dernier moment, le fabricant ne pouvait plus assumer la production de briques de terre crue. Donc on allait revenir sur du plâtre et des choses assez basiques. Et finalement, ça a été racheté par le groupe Terreal. Et après négociation, et là c'était quasiment au moment du chantier, ils nous ont confirmé le pouvoir d'approvisionner notre opération. Et donc du coup, là ça s'est géré quasiment à l'instant T. Donc voilà, brique de terre crue qui a été retenue. Voilà. Donc un autre exemple. Et je pense que j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup du coup pour cette présentation riche et ce premier retour d'expérience. Donc on voit un petit peu via toute l'expérience que vous avez eue, la complémentarité entre vos deux structures. On voit que vous aviez l'ambition forte d'utiliser ce type de matériaux, donc vous avez mis en œuvre un petit peu toutes les variantes et toutes les options possibles pour vous laisser le choix justement le meilleur choix à faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que quand on parle de matériaux biosourcés, on ne parle pas de un matériau biosourcé. Dans votre projet, vous parlez aussi de mixité. Donc, c'est pas s'arrêter qu'à un seul matériau complet. On peut, selon l'usage et selon l'intérêt que vous voulez, utiliser tel ou tel matériau en fonction de la rénovation, de la construction que vous voulez faire. Alors, du coup, vous, c'est votre quotidien, mais je me mets à la place justement d'un élu, une collectivité, un porteur de projet. Quels seraient un petit peu les outils qui peuvent solliciter et qui pourraient un petit peu les aiguiller, les accompagner? Quel service vous pouvez proposer un petit peu aux collectivités pour pouvoir justement répondre à une ambition un peu similaire d'usage de matériaux biosourcés, de construction durable sur nos territoires? Donc pour l'ATD, les collectivités adhérentes quand vous adhérez à l'ATD, en fait vous avez droit à des études de faisabilité qui sont faites par le service aménagement territorial de Sylvain Marmande. Et à la suite de cette étude de faisabilité, vous avez la possibilité en fait de demander une assistance à maîtrise d'ouvrage où là ce service, donc qui est composé d'architectes, d'ingénieurs voiries, de paysagistes, va vous aider à recruter votre maître d'œuvre et donc, suivant votre ambition, justement, vous aider à intégrer des matériaux biosourcés. Après, le service juridique dont je suis la responsable va vous aider pour vos marchés de travaux, peut vous aider à passer vos marchés et à rédiger vos pièces administratives en concertation avec votre maître d'œuvre. Voilà. Donc on a fait un petit récap aussi de ce que vous pouvez trouver. Alors il y a un outil qui s'appelle l'AREF. Donc l'AREF en fait ça a été co-construit par le réseau de 3R dont je vous ai parlé tout à l'heure là, donc le réseau de l'achat durable Nouvelle-Aquitaine et par le RESECO, qui est l'équivalent mais pour le Grand Ouest. Et donc qui permet déjà aux collectivités de connaître l'ensemble des obligations juridiques qu'elles ont en matière d'achat public responsable. Je vais peut-être parler d'ODIS du coup, parce que c'est... Effectivement, donc nous aussi, nous sommes aussi un outil, voilà. Du coup, comme indiqué sur la slide, c'est inspirer des démarches. Donc le thème d'aujourd'hui, l'animation d'aujourd'hui, les visites de chantier qu'on peut faire. Sur notre site, vous allez retrouver aussi pas mal de retours d'expérience, et notamment sur les thèmes de sourcing, on est très proche des filières, donc on peut vraiment être un peu une boîte que vous pouvez venir questionner. Si on a la réponse, forcément on vous la donne, on vous met en lien avec un acteur local qui peut vous apporter la réponse, on vous donne les différents contacts qui pourraient un petit peu vous aiguiller, et si on n'a pas la réponse, pourquoi pas co-construire ensemble l'évolution des filières et l'usage de nouveaux matériaux.
effectivement, à propos de l'intervention d'ODI, ce qui est intéressant de savoir, c'est que tout à l'heure on a parlé de la maison de l'habitat, et sur la maison de l'habitat, très en amont, sur la base d'un programme co-construit avec l'agence technique départementale, on a eu vent de la paille à chien insufflé. Voilà, on a été attiré par le sujet, quand bien même effectivement il fallait faire cette appréciation technique d'expérimentation, ce qui nécessite ensuite après en réalisation effectivement d'avoir le plan B ou le plan C au cas où les instances techniques ne valident pas le principe, mais c'est vrai que ça nous a été présenté au départ suite à un échange avec ODIS et le contact avec la filière qui était en idée d'émergence, qui depuis a émergé et qui maintenant fonctionne et donc est à disposition également. Le Réseco, donc le réseau du Grand Ouest, a mis sur son site internet une boîte à outils qui est accessible à tout le monde. J'ai testé quand même pour être sûr qu'il ne fallait pas être adhérent pour y accéder. Donc il a mis une boîte à outils spécifiquement sur les matériaux biosourcés, notamment avec des guides et un centre de ressources avec du partage d'expérience. Pour votre sourcing, on vous conseille celui de la direction de l'État, qui a fait un très chouette guide sur le sourcing, vraiment très accessible. Nous, on s'en sert. Et voilà. Et la phase de sourcing est quand même très importante, justement, sur des filières qui sont peut-être pas encore tout à fait matures, si on veut faire des projets innovants. Voilà, alors je le répéterai jamais assez, alors je sais que les élus en ont marre des fois que je dis ça, les agents aussi, mais un marché public, ça se prépare en fait. Ça se prépare, mais en amont. Voilà. Faut vraiment, vraiment identifier son besoin et de savoir comment on va réaliser son projet. Et enfin, vous avez la clause verte. Alors la clause verte, pareil, c'est un outil qui est gratuit. C'est une plateforme en fait qui recense toutes les clauses qui ont été rédigées par d'autres structures. Alors, il y a les critères environnementaux, il y a des critères sociétaux, et en fait qui peut vous permettre de vous inspirer de ces clauses pour monter vos marchés publics. Voilà, sur ce que j'avais mis. L'association 3AR, donc du coup sur la Nouvelle-Aquitaine, propose le guichet vert. Alors le guichet vert, en fait, c'est ouvert à toutes les collectivités, il n'y a pas besoin d'être adhérent pour pouvoir bénéficier de ce service. Et en fait, c'est un service de niveau 1, ce qu'on appelle un service de niveau 1, où justement, si vous avez des questions sur vos obligations environnementales ou sur la rédaction d'une clause. Donc vous pouvez contacter l'association 3AR et par via le guichet vert, et en fait, elle vous répondra, mais c'est un conseil de niveau 1. L'ATD est adhérente de l'association 3AR, et c'est une association qui forme, qui fait du retour d'expérience et qui est vraiment très, très à la pointe sur la Nouvelle-Aquitaine, sur l'achat public durable. Alors, si on peut juste revenir sur le slide d'avant, moi j'ai utilisé 2 outils là sur ceux qui sont proposés, enfin 3 exactement. Les conseils d'ODIS. Rendez-vous, j'ai eu de multiples rendez-vous avec la filière Fibois. Justement, comme on avait un gros impact, un gros souhait d'avoir un faible impact carbone, on le sait, le bois est un matériau à privilégier, la paille étant un matériau également capteur de carbone, donc j'ai eu de multiples rendez-vous avec Fibois ODIS dans toute la préparation. J'ai également utilisé certaines clauses vertes et marchés de référence sur la clause verte. Il y en a 3 autres que j'ai pas eu la chance de pratiquer, mais en tout cas, faut pas hésiter à les consulter, à travailler dessus, mais questionnez vos artisans, questionnez vos entreprises locales, parce que des fois on est surpris. Quand je dis local, ça peut être régional, on va dire ça comme ça. On a des fabricants où on ne se rend pas compte, mais ils proposent des ouvrages ou des procédures ou des process qui sont intéressants. Je vais juste rebondir sur quelque chose que je n'ai pas trop parlé, c'est le réemploi. Où tout simplement, sur le réemploi, on a essayé de mettre dans le marché public l'usage de matériel d'occasion. Bon, jusque-là, on a tout dit et rien dit, mais il fallait le définir dans un cahier des charges.
Et à partir de là, on a commencé à inclure, par exemple, du matériel de cuisine, pour ne pas le citer, ou des radiateurs, ou ce genre de choses. Il a fallu définir un cahier des charges pour ça. Ça a été un peu plus compliqué, mais on y est arrivé. Donc du coup, on a demandé aussi des garanties à la filière, des garanties à l'entreprise qui nous garantissaient du matériel. Alors pour en revenir, du matériel de moins de 5 ans, garantie 3 ans. Donc la garantie 2 ans contractuelle qu'on a habituellement, plus une 3e année. Donc c'est tout un travail. Donc il fallait aller chercher de la technologie, mais pas trop ancienne, parce qu'il fallait quand même maintenir un certain niveau d'exigence de production. Pour les radiateurs, on a tous l'image du radiateur en fonte, mais il a fallu bien définir le cahier des charges de ce fameux radiateur en fonte réutilisable. Pointer les joints amiantes qu'on sait qu'il y a entre les éléments, ce genre de choses, le nettoyage, le réemploi, la réutilisation, vérifier, avoir des garanties anti-percement, etc., anti-corrosion. Donc voilà, il faut questionner aussi, et on a été, un des acteurs locaux nous a informé que le réemploi, il faisait ça depuis 20 ans en fait. Il faisait des showrooms, il utilisait du matériel de cuisine, etc. Et puis finalement, c'était déjà dans son process. Bon, il faisait ça entre guillemets dans son coin, mais du coup, ça nous a été très intéressant quand il nous a expliqué ça en audition lors de l'analyse des offres. Auditionner le candidat, il nous a expliqué parce qu'il nous présentait un prix, un mémoire technique qui avait le mérite d'exister, mais qui n'était pas très clair. Et l'audition lors de cet appel d'offres de ce candidat, il nous a expliqué le pourquoi du comment, d'où il sortait son prix, d'où il sortait sa technique, son savoir-faire. Et à partir de là, c'était beaucoup plus clair pour nous en tant que décideurs. Et à partir de là, franchement, c'était ce retour d'audition qui a été très apprécié. Voilà. Il y a également d'autres outils, donc d'autres acteurs qui n'ont pas forcément pu être présents aujourd'hui, mais dont je vais vous présenter assez brièvement, et puis vous aurez les contacts et les coordonnées en fin de slide. Tout d'abord, vous avez l'URCOFOR, l'Union régionale des communes forestières. C'est une association régionale, et vous avez l'association locale Limousin-Périgord, qui peut vous accompagner également sur la filière bois, du coup, aussi bien construction, pour l'information, pour tout ce qui est aussi sur le foncier. Donc ils ont un rôle aussi important pour vous épauler sur tout ce qui peut être prescription du bois local, les essences également. Donc il ne faut pas hésiter, vous aurez les contacts de Marion Ayot à la fin du slide. Un outil également qui va regrouper un peu pas mal d'acteurs qui ont été nommés, qui s'appelle le pacte bois biosourcé. Donc c'est un nouveau contrat qui a été émergé à l'initiative de Fibois. Donc Fibois, c'est l'interprofession des professionnels du bois, du coup. C'est un pacte, c'est un contrat de 5 ans qui vise en fait à vous accompagner dans l'ambition que vous voulez porter pour développer l'usage des matériaux biosourcés. Donc vous allez avoir différents niveaux, donc ça se compte en pourcentage d'usage de matériaux biosourcés sur l'ensemble de votre programmation neuve ou de rénovation. Et comme vous voyez juste en dessous, vous avez un petit peu l'intégralité des acteurs qui gravitent autour de ces filières. Donc vous avez ODIS, vous avez la filière paille, la filière chanvre et l'URCOFOR juste avant, donc que je vous ai évoqué, qui font partie de ce pacte en tant que partenaires et qui permettent en fait en le signant de pouvoir bénéficier également de nos services, notamment quand on évoquait la partie sourcing, la partie accompagnement, la partie acteur local, de pouvoir un petit peu vous renseigner et atteindre l'objectif que vous serez fixé sur le nombre d'années que le pacte porte. Et le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est bâtiment durable en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on est plutôt focus sur un seul bâtiment. L'objectif, ce n'est pas de s'arrêter uniquement à la partie matériaux, mais de vraiment concevoir son bâtiment globalement. Donc on voit qu'on a différentes thématiques, ça part de gestion de projet, territoire, santé, énergie, eau. Et l'objectif, c'est de prendre conscience que le bâtiment, c'est un bâtiment qui vit, qui va peut-être avoir une deuxième vie, qui va peut-être aussi être une source, justement, avec le terme du réemploi, une source d'usage pour un autre bâtiment, et de pouvoir en fait vraiment identifier tous les freins et les opportunités que vous pouvez avoir. La richesse de cette démarche, c'est que vous allez bénéficier d'un accompagnement, c'est avec des critères thématisés, et surtout, vous avez un accompagnement collectif. Donc, c'est pas une seule personne, mais vous allez venir pitcher votre projet face à un parterre de public comme ici présent, voire plus, régional, composé du réseau d'ODIS, donc d'architectes, de bureaux de contrôle, de bureaux d'études, d'élus, etc.
qui vont pouvoir un petit peu avoir un regard sur votre projet et vous accompagner, ne serait-ce sur un retour d'expérience d'un élu qui a utilisé ce matériau, une entreprise qui finalement a la compétence que vous cherchiez. Et donc ça vous permettra de sortir de ces commissions avec une vision globale sur où est-ce que vous allez, les éventuels flous qui restent un petit peu à éclaircir, et pourquoi pas aussi des réponses. Oui, juste pour dire que sur la maison de l'habitat, on ne s'est pas inscrit dans la démarche BDNA parce que je pense qu'on n'a pas assez creusé la question. À titre personnel, je le regrette beaucoup parce que effectivement, c'est cet accompagnement qu'on a au départ. Alors effectivement, il faut mettre un petit billet, mais je pense qu'on le retrouve sur la durée de vie du bâtiment. En plus, il n'est pas énorme. Et on a cet accompagnement déjà avec une personne extérieure qui a sa lecture sur votre programme. Et ensuite, après, effectivement, quand on passe en commission en phase conception, eh ben, on a cet échange avec le public. En règle générale, il y a du monde. Il y a avec le jury aussi. Et il y a des idées qui peuvent faire évoluer votre projet. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et au final, on ne perd pas de temps. On en a parlé tout à l'heure sur la programmation. On se penche vraiment sur l'adéquation du projet par rapport à son programme. On le fait éventuellement même évoluer. Et c'est une démarche qui est extrêmement intéressante. Et en plus, qu'on a la possibilité de partager. Donc ça, c'est super. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait. Mais bon. Peut-être pour un prochain projet. Du coup, donc, merci. Donc voilà, vous avez vu, vous avez pas mal d'outils. Et finalement, en fait, j'aimerais passer la parole à Monsieur Laporte, donc maire d'Archignac, et on nous a l'honneur d'avoir la présence. Il me semble que vous avez un projet en cours qui utilise du matériau biosourcé. Quel a été votre retour ? Pourquoi vous avez fait le choix justement de ce matériau et comment vous avez été amené justement à le transcrire ? Alors, je note qu'aujourd'hui, parce que moi c'est un projet qui honnêtement remonte à la fin de l'ancien mandat, ça fait environ 7 ans, et je note qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'informations, de choses qu'à l'époque je n'avais pas connaissance, et je le regrette parce que peut-être qu'aujourd'hui ça m'aurait bien aidé, parce qu'à un moment donné je me suis retrouvé un petit peu tout seul dans le vent, face au vent, il a fallu que j'avance comme ça. Je remercie quand même la TD, parce que la TD à la base nous a bien aidés en amont du projet, pour le ficeler jusqu'au choix du maître d'œuvre. Bon, et après il a fallu se débrouiller. Alors, c'est une halle qui s'inscrit dans un cadre plus global d'aménagement du bourg. Il y a en fait 2 projets, aménagement du bourg avec création de parking, etc. Et puis la halle qui était un deuxième lot, si on peut dire. Cette halle qui est prévue pour dynamiser un petit peu notre village, pour apporter un petit marché local, pour permettre à des producteurs locaux de venir écouler leurs marchandises et se faire connaître. C'est pour donner une vitrine à petit prix à ces producteurs-là, pour les circuits courts, de venir sur notre village. Mais une halle, par définition, c'est multimodal. On y fait tout. Sous une halle, c'est un lieu de rencontre, un lieu de convivialité, de festivité. On peut y organiser plein de choses autres que des marchés. Et c'est bien ce que j'espère ce qui se passera pour animer notre village. Alors, le choix du bois, la charpente bien sûr, est en bois de chêne du pays. Ça, ici, c'est assez connu. Jusqu'à présent, la majorité de nos maisons, jusqu'il y a quelques dizaines d'années de ça, c'était des charpentes chêne, essentiellement. Bon, maintenant, on utilise d'autres essences de bois. Mais je tenais à ce que ce soit du bois du pays, parce que je suis un enfant du pays, donc j'aime nos forêts, et puis je sais qu'il y a de la ressource qu'on n'exploite pas toujours à sa juste valeur. Et le châtaignier et le bardeau, je le connaissais pas spécialement en châtaignier, mais j'avais visité des régions montagneuses où on utilise ce bardeau déjà, ça peut être du mélèze, ça peut être d'autres essences de bois. Mais ici, on a une forêt densément peuplée de châtaigniers. Et je disais, j'ai connu après, d'ailleurs, j'ai ici un de mes administrés qui a ouvert
l'atelier de Châtaignier à Archignac, et qui connaît bien le produit, qui techniquement sera mieux à même que moi de vous en parler tout à l'heure. Mais je veux dire que il a eu le doigté pour dire voilà, on a de la matière ici et elle n'est pas connue, il faut la mettre en valeur. Ces forêts de châtaigniers, il faut la mettre en valeur, et c'est plus noble d'avoir un toit sur une maison avec ce produit-là, sachant que plutôt que ça finisse quelquefois d'ailleurs en bois de chauffage, enfin bon, quoi que tout le châtaignier ne peut pas être utilisé, il faut bien qu'il en passe un petit peu aussi, mais c'est plus noble d'être abrité sous un toit châtaignier. C'est un produit qui n'a pas d'impact carbone, très peu, et un produit noble et naturel. Alors, comment dirais-je, notre bardeau, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à la filière bois de châtaignier locale, et j'espère que ça fera, je me suis lancé dans ce projet, j'ai dit ça fera tache d'huile peut-être, ça fera connaître ce produit, sachant que c'est un bon isolant déjà, on n'a pas le retour sur un été, mais on a des étés chauds et de plus en plus, et j'espère qu'on aura de la fraîcheur qui sera donnée quand on aura sous ce bâtiment, sachant que les côtés par définition bien sûr d'une halle sont ouverts, donc on doit avoir de la fraîcheur dessous. Et sachant aussi que ce type de matériau a une longévité, ça peu le savent, qui est donnée pour autant que la lose. Peut-être 80 ans, suivant bien sûr comment il a été façonné, comment il a été travaillé, et enfin, ça c'est M. Darcy qui vous le dira mieux que moi, en respectant les pentes, etc. Voilà. Et alors en plus, c'est extraordinaire parce que c'est un mariage super avec la lose de pays. Quand on le regarde, et nous avons une église qui est classée, qui est couverte en lose, et quand on regarde le toit qui est en cours là, et notre église à côté, ça se marie très bien, sachant que ça va griser un petit peu plus. Vous voyez, vous avez l'exemple, la photo qui a été prise là, c'était le 11 novembre, on a fait le fameux bouquet traditionnel de cette charpente, et on peut voir l'effet produit. Vraiment, c'est un très bon mariage dans notre pays, ici, avec la lose de pays. Voilà. Bon, après, au niveau du coût, ben, je ferai une réponse de Normand à ceux qui me le demandent. Ça se situe entre le prix de la tuile plate et à mi-chemin, pas tout à fait, avec la lose, parce que la lose c'est quand même relativement cher, au mètre carré. Mais bon, c'est quand même pas le prix de la lose, loin de là. Voilà. Alors après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions que je peux vous... au niveau du financement, moi j'ai eu un financement, je peux le dire, j'ai eu de la DETR de l'État. Et j'ai eu aussi une aide de la région. Mais la région, d'ailleurs je remercie Solène, la directrice du pays ici, qui m'a aidé aussi à monter le dossier pour cette subvention. Mais c'est dans le cadre, j'ai pas mis en valeur tellement ce matériau biosourcé, parce que ça m'a un peu échappé, je dois le dire. Mais on a eu une subvention de la région par rapport à l'organisation de commerce, d'un lieu de commerce dessous, si vous voulez. C'est dans ce cadre-là que j'ai été subventionné par la région. Voilà. Mais c'était quand même pas négligeable, hein, puisque j'ai eu 70 000 € de la région et autant de l'État pour cette halle. Voilà. Merci beaucoup. Donc on note l'invitation pour l'été prochain et aller festoyer et voir l'usage et le rafraîchissement sous la halle. Il y aura une inauguration. Alors, je serai peut-être plus maire à ce moment-là, mais j'y serai quand même. Merci beaucoup. Donc on a vu pas mal de retours d'expérience, d'outils, on a parlé de marché public, de comment écrire ces marchés, et justement il nous manque la partie en face, la partie réponse. Donc côté entreprise, on a la chance d'avoir deux acteurs qui pourront un petit peu nous éclairer. Tout d'abord, voilà, Jean-Patrick Landreau de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Dordogne. Comment vous allez accompagner les entreprises qui voudraient répondre à ces fameux marchés publics? On voit qu'il y a du lien, il y a de l'échange, mais comment les accompagner? Celles qui voudraient potentiellement se former à ce type de matériaux, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour ces entreprises qui voudraient prendre le pli du changement et pouvoir s'initier aux matériaux biosourcés? Oui, merci. Bonsoir à tous. Effectivement, donc, on a beaucoup parlé de la commande publique, c'est normal, c'est le thème de la soirée.
Mais en face, on a des artisans qui doivent répondre à cette commande publique. Et alors, petit focus rapide sur la chambre de métier peut-être. Donc on est un établissement public qui effectivement a vocation à accompagner les artisans dans toutes les thématiques et les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, on va dire, dans le cadre de la vie de leur entreprise, donc de la création au développement, à la transmission. Et dans ce cadre-là, effectivement, on accompagne. Donc, qu'est-ce qu'un artisan ? Il y a à peu près 500 métiers de l'artisanat, il y a tous les métiers du secteur du bâtiment, mais c'est aussi des petites structures, des structures de moins de 10 effectifs, en tout cas au démarrage. Et la plupart de ces structures ne sont pas forcément structurées pour répondre à des appels d'offres, sans forcément de fonction support, etc. Donc je mets de côté des structures peut-être un peu plus importantes, où là on va commencer à se staffer, peut-être même avoir un service dédié à ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits artisans qui n'osent pas forcément répondre aux appels d'offres, parce qu'ils ne sont pas forcément capables non pas de répondre à la commande, mais de surpasser le volet administratif. Donc, si vous voulez bien, merci. Donc nous, effectivement, au niveau des accompagnements qu'on peut proposer dans ce cadre très spécifique-là, ça passe par de la formation, effectivement, puisque on ne va pas non plus forcément répondre, compléter les documents à la place des artisans. On est une petite structure aussi, on est une petite dizaine pour ce qui est de la Dordogne. Donc on propose aux artisans des formations donc sur 2 journées, justement avec la thématique de comment répondre aux appels d'offres, avec une journée complète sur la rédaction du mémoire technique, les attendus, la manière de valoriser son savoir-faire. Une journée aussi, bien sûr, sur le cadre légal et la recherche de ces marchés, donc savoir où les trouver, et puis quels sont les documents, on va dire, qui reviennent de manière régulière, DC1, DC2, etc. Savoir, je le précise, je ne sais pas si on a beaucoup d'artisans dans la salle ce soir. Est-ce qu'on en a un ? Ok. Donc vous porterez la bonne parole. Alors on en a un ici, bien sûr. Vous porterez la bonne parole dans vos communes respectives, mais bon, à noter que ces formations, quelle que soit leur nature, et celles-ci en particulier, peuvent faire l'objet de prise en charge. Voilà, donc c'est important de le savoir quand même. Tous les artisans cotisent à un fonds formation, et la plupart, oui, beaucoup en tout cas ne s'en servent pas. Donc ça peut être une bonne occasion de s'en servir. Ça peut être aussi bien sûr sur un volet plus technique, sur le produit en tant que tel. Ces fonds formation peuvent être aussi mobilisés dans ce cadre-là. Alors nous, Chambre de métier, on ne propose pas de formation sur le volet technique, mais ça n'empêche que ces fonds formation peuvent être aussi activés dans ce cadre-là. On accompagne aussi nos artisans, alors c'est peut-être un peu plus à la périphérie de ce qu'on dit aujourd'hui, mais en tout cas sur l'élaboration de projets, mais qui peuvent aussi s'inscrire là, c'est-à-dire dans l'investissement nécessaire après derrière pour pouvoir répondre à ce type de demande. Donc les accompagner à la fois pour la recherche de financement, que ce soit du financement bancaire ou du financement éventuellement parabancaire, donc je pense à des prêts à taux zéro, des choses comme ça, et également, quand elles existent, sur de la mobilisation de subventions. Donc là, aujourd'hui, on va dire la collectivité principale dans ce cadre-là, ce sera toujours et prioritairement le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, qui est celui qui a la compétence économique. Donc quand ces aides existent, on accompagne à la mobilisation. Alors peut-être que M. Darcy pourra faire un petit exemple, une petite illustration là-dessus. Et également aussi, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, dans le cas de l'ACP, pourquoi pas. Même si aujourd'hui elle arrive un petit peu à la fin, mais il y aura peut-être une suite. Voilà, donc on essaie de faciliter la vie de nos artisans. Aussi également, je l'ai évoqué là, dans un dernier point, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, qui est une manière pour l'entreprise aussi de mettre en avant toutes ces bonnes pratiques en interne. Ça peut faire peur, notamment aux petites structures, encore une fois, mais en réalité, beaucoup font de la RSE sans s'en rendre compte, en réalité. Donc on leur permet aussi de se rendre compte qu'elles ont déjà mis en place tout un tas de choses, ou en tout cas, elles ont des choses à mettre en avant sur ce volet-là. On les accompagne aussi pour établir une stratégie, peut-être pour aller un petit peu plus loin. Et je pense que ça peut aussi probablement être des choses qui peuvent être mises en avant dans la réponse aux appels d'offres, qui doivent être étudiées, je pense, par les donneurs d'ordre quand ils font des choix. Voilà, donc c'est bon. Merci beaucoup. Parfait. Du coup, effectivement, vous avez bien introduit Monsieur Darcy, donc artisan avec Atelier du Châtaignier. Donc vous avez bénéficié de certains services de la Chambre des métiers. Vous êtes justement
artisan pour le Absolument. bois. Donc, quel a été votre retour? Quel usage vous avez fait? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a orienté justement aussi à prescrire ce type de matériaux? Alors, donc voilà, vous l'avez bien résumé, je suis Gabriel Darcy, j'ai créé l'atelier du Châtaignier il y a 5 ans. J'ai créé cet atelier sous une forme de micro-entreprise. L'idée, c'était au démarrage d'abord d'utiliser les ressources qu'on avait dans la localité du Périgord noir, à savoir les taillis de châtaigniers, qui étaient des taillis destinés aux feuillards et aux feuillardiers pour la fabrication de cercles de châtaigniers, pour les tonnelleries. Et cette ressource étant quand même assez peu utilisée, j'ai essayé de l'exploiter au mieux et d'en faire des produits dérivés. Et puis, comme cette activité de récolte des feuillards est saisonnière, j'ai cherché à compléter avec du châtaignier sous des diamètres différents. Et je me suis rappelé de cette église devant laquelle j'ai vécu en Creuse pendant quelques années. Et puis le bardeau de châtaignier est venu compléter mon offre autour du châtaignier et a finalement pris le pas sur le reste. Ça a pris le pas pour plusieurs raisons. Non seulement parce qu'une fois qu'on achète un lot de châtaignier, on le travaille vert pour la fabrication des bardeaux. Donc quand on a la chance de trouver du joli bois, on essaie de faire du stock, mais aussi de l'utiliser dans l'année. Et donc, une fois le début de cette activité lancé, j'ai eu pas mal de demandes. Et donc, j'ai fait 5 ans en micro-entreprise à fabriquer quasiment du bardeau de châtaignier à 100% dans l'activité, avec encore une petite partie sur l'exploitation des taillis. Et c'est là où on va dire la CMA m'a mis le pied à l'étrier sur plusieurs choses, sur notamment la participation à la route des métiers d'art, qui est quelque chose qui est national mais qui est très bien géré ici dans la région. Et c'est une vraie mise en avant de tous ces métiers d'art, dont le métier de fabricant de bardeaux fait partie. J'ai bénéficié d'aussi, en mettant un petit peu le nez dans ce que pouvait offrir la CMA, puisque c'est quelque chose qu'on a toujours un petit peu, on regarde de loin et puis on se renseigne pas en tant qu'artisan. Et puis finalement, quand on met le nez dans tout ce qui est offert comme service, on se rend compte qu'il y a énormément de choses, et que ce soit du diagnostic RSE ou autre. Et bien en fait voilà, j'ai tapé à une porte puis deux, et donc la CMA m'a également aidé à faire par exemple un prévisionnel pour passer en SARL, chose qui n'était pas forcément prévue au démarrage. Et puis puisque mon leitmotiv était de rester petit, fabriquer le maximum mais rester petit, puis finalement on peut quand même grandir en restant petit avec un autre statut, et ça m'a permis d'accéder à quelque chose de vraiment intéressant pour l'avenir de cette entreprise. C'est de la subvention pour pouvoir moderniser. Et j'ai d'ailleurs répondu à cet appel qu'avait lancé la CMA sur l'appel à innovation dans l'artisanat. Et donc c'est 5 années à fabriquer du bardeau de châtaignier avec des méthodes assez rustiques, ancestrales, sans s'éloigner de ce qu'est vraiment les règles de l'art qui avaient été évoquées un peu plus tôt. Il y a des points qu'on peut moderniser sans sacrifier ni la qualité ni les règles de l'art, justement, et pour pouvoir produire un petit peu plus, puisque c'est ce qui pêche à l'heure actuelle, c'est les délais de fabrication, dans le sens où la fabrication en elle-même des bardeaux de châtaignier, on peut le faire de plein de manières différentes, mais la manière la plus qualitative, c'est le débit sur quartier, dans lequel je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est celui que je pratique, mais c'est celui aussi qui nécessite le plus de manutention. Mais par contre, on obtient le fameux bardeau qui dure un siècle, on l'obtient uniquement avec ces débits-là. Et donc j'ai répondu à cet appel à projet de la CMA sur innovation d'entreprise. Il a du coup fallu remplir des dossiers. Du coup, j'ai été aidé pour ça. J'ai eu des visites et puis j'ai eu différents interlocuteurs de la CMA, et c'est vraiment quelque chose où cette aide est forcément très appréciée, parce que seul on baisse les bras, parce que c'est quand même, en tant qu'artisan, on n'a pas forcément le temps ou l'envie d'y consacrer pleinement
toute son énergie. Quand on a déjà fait ces 8 à 10 heures de boulot, plus les démarches après pendant 1 heure ou 2 le soir, ces dossiers-là viennent en complément, c'est un peu plus... c'est encore un peu de boulot, mais malgré tout, voilà, avec cette aide-là, j'ai réussi à trouver cette petite motivation pour demander ça, et c'est ce qui s'est passé. Et donc voilà, j'ai une machine qui va arriver pour faire une partie du travail, non pas m'affranchir du travail, mais qui va compléter, qui va surtout me permettre d'embaucher un salarié ou deux, puisque cette machine va évidemment être aux normes, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque toutes les activités, toutes les étapes de fabrication sont manuelles, avec des outils tranchants, et qui, pour certaines, n'apportent pas de plus-value. Donc on va pouvoir justement avoir un apprenti, avoir des stagiaires sans souci, et pourquoi pas 1 ou 2 salariés. L'idée, c'est pas d'en faire une usine, c'est de continuer cet artisanat, de transmettre ce savoir-faire et de faire toujours ce produit de qualité, mais de le faire, de le faire bien et de transmettre ce savoir-faire en sécurité. Pour rebondir sur le matériau en lui-même, évidemment, il coche toutes les cases, puisque biosourcé, on est en plein dedans, hein, c'est des arbres, c'est de la biomasse, ça pousse, et le châtaignier a la faculté en plus de repousser sur souche, donc même si on fait une coupe rase d'1 hectare de châtaignier, si c'est pas fait en plein mois de juin, on récupère à nouveau du châtaignier sur cette parcelle-là. Et donc ça, c'est un plus par rapport à d'autres matériaux biosourcés, d'autres matériaux bois, comme par exemple du chêne, du Douglas ou autre. Le Douglas, dont on est assez friand maintenant dans la construction, on le coupe, ça repousse pas. Il faut replanter, il faut arracher, il faut mécaniser. Donc au niveau énergie fossile utilisée pour toutes ces étapes-là, c'est énorme. Le châtaignier, on n'a que l'abattage, le transport. Donc c'est quelque chose que je dois faire prochainement, calculer l'empreinte carbone du matériau intégralement, pas simplement dans mon entreprise, parce que ce serait un peu triché, c'est-à-dire occulter l'abattage, le transport, et à nouveau le transport vers les ouvrages. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en prévision de faire. Et donc oui, ce matériau, il est parfait, donc il faut l'utiliser évidemment, mais il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, parce qu'on a des choses à respecter, comme par exemple les pentes. Si on utilise sur une mauvaise pente, on ne va pas avoir une durabilité ni une étanchéité idéale. Donc je vois des fois des projets d'architectes qui ont tendance à vouloir l'utiliser, mais ça ne correspond pas forcément aux capacités techniques du matériau. Donc même si dans le projet c'est super de l'utiliser, parce que ça apporte quelque chose, il n'est pas toujours adapté. Pardon, je vais boire un coup, excusez-moi. Et Et donc l'idéal, ouais, voilà. Après, pour parler des marchés publics, moi je ne réponds pas aux marchés publics, puisque en fait ce que je fabrique c'est un matériau. Donc c'est les artisans qui vont utiliser mon matériau qui eux vont répondre aux appels d'offres et utiliser ce matériau dans les travaux qu'ils vont faire avec. Donc par exemple si on a un lot comme pour la halle d'Archignac, charpente, couverture, moi j'ai pas de partie à répondre en fait, donc je vais par contre essayer de conseiller les artisans qui me consultent, qui veulent un devis, leur dire voilà, venez à l'atelier, voyez comment est fabriqué le bardeau le plus qualitatif possible, et puis on est 11 en France, donc après si vous voulez du tarif, allez voir ceux qui font plutôt process industriel, si vous voulez de la qualité, de la durabilité, de la proximité, il y a tout ici, et donc j'essaie de les aiguiller sur ça. Donc moi je préfère les recevoir à l'atelier quand c'est possible. Après ça m'évite pas mal de choses, notamment ça m'évite de faire un cahier technique de 18 pages qui va être pompé par la concurrence. Donc je préfère recevoir les artisans, leur expliquer vraiment comment c'est fait, pourquoi je le fais comme ça, et puis aussi donner quelques conseils que je ne donne pas sur les réseaux sociaux, où j'essaie déjà d'en faire un peu la promotion, pour pas à nouveau que le premier venu collecte le savoir sans avoir expérimenté tout ce que j'ai fait avec le matériau, et l'utilise tel que, en faisant des erreurs comme j'ai pu voir parfois.
Pour la petite anecdote, voilà, par exemple, les bardeaux, quand on fend le bois, puisque c'est que du fendu, jamais du scié, on a une pente de fil. Et donc on a un côté du bardeau qui est à contre-fil et l'autre face qui est dans la bonne pente de fil qui, elle, va évacuer l'eau. Et je vois assez fréquemment des gens qui s'essayent à faire du bardeau et qui font les mêmes débits que ceux que j'utilise, qui sont des débits très, très, très anciens. Et en fait, ils n'ont pas cette notion de pente de fil. Du coup, on a des bardeaux qui sont à contre-fil et la toiture va durer moitié moins. Donc moi, quand je me suis installé à faire cette chose-là, je me suis dit, quitte à le faire, on va faire ce qui se fait de mieux. Sinon, je n'avais pas d'intérêt de me lancer à faire ça. C'est le côté un peu perfectionniste des choses. Mais donc j'ai cherché vraiment le moindre détail. Tout est optimisé sur du choix du bois jusqu'à la fin. Même je donne des conseils, voilà, aux professionnels qui ont même déjà posé ce matériau sur par exemple les diamètres de pointe, l'emplacement exact pour éviter des fentes dans le temps et tout un tas d'astuces que certains ne connaissaient pas, quoi. Voilà, donc vraiment moi mon idée c'est que quitte à ce qu'on l'utilise, autant que ça tienne les promesses du bardeau qui dure un siècle, comme ceux qui ont couvert plus de 250 monuments historiques à travers la France les siècles derniers, voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ça? Oui, sur ma clientèle, on est sur autant de particuliers que de professionnels. Il y a aussi pas mal d'architectes qui découvrent ou qui connaissent ce matériau, mais qui découvrent la proximité de mon atelier par rapport aux fournisseurs historiques qui ont beaucoup mécanisé et qui du coup sont assez friands de ça et le préconisent à leurs clients sous forme de conseils, sans obligation bien sûr, quoi. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'expédie aussi bien en Bretagne que dans les Pyrénées, dans le Jura, à Colmar, et aussi mon but, moi, c'est d'en utiliser au maximum dans ce département, puisque je me suis installé là. Je ne suis pas originaire d'ici, mais je me suis installé ici parce que j'aime tout ce qu'il y a ici, voilà. Donc autant contribuer à tout ça. Dans les monuments qu'on connaît, que vous connaissez, qui sont couverts en bardeaux, par exemple dans le département, on a le clocher du buisson de Cadouin, de l'abbaye de Cadouin, qui est intégralement en bardeaux, qui a dû être fait il y a une quarantaine d'années, je pense. Après, on a les tours du château de Vieillecourt à Saint-Pierre-de-Frugy, qui avait une soixantaine d'années, mais qui était couverte en bardeaux fendus sur d'os. Et donc, elles ont été remplacées par mes bardeaux, fendus sur quartier, et on croise les doigts pour que dans 100 ans, on se dise « Ah, ça a duré plus longtemps ». Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire, voilà, c'est vraiment ça ce qui se fait de mieux. Et puis dans tous les cas, même si je faisais pas ce qui se fait de mieux, le bardeau de châtaignier reste, à condition qu'il soit fendu, un matériau qui est vraiment idéal, qui est biosourcé certes, mais qui nécessite vraiment aucun traitement, très peu d'énergie grise, qui peut être fait intégralement à la main. S'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, on peut le faire uniquement avec des outils manuels et les outils sommaires. On peut, voilà, et dans les qualités qu'il a, voilà, il va résister à la grêle, pas de souci. On peut au ballon des enfants, on peut l'utiliser en mur comme en toiture, et il a cette capacité d'isolation, puisque le bois, suivant les études, on est d'accord de dire qu'on a une capacité à l'isolation 7 fois plus importante que d'autres matériaux à épaisseur égale. Donc là, avec un bardeau sur le toit, on se retrouve avec 3 épaisseurs de 2 cm, plus une lame d'air entre chaque. C'est le multicouche idéal, quoi. Donc moi, je l'ai vu sur mon atelier, que j'ai couvert en bardeau, déjà pour me faire la main avant de le proposer à la vente, à la pose comme à la fabrication. Et en fait, j'ai vu la première année, c'était quoi, 2020, quand il a fait 2 journées à 42-43 degrés, avec un thermomètre, j'ai pris la température à un certain endroit, à 1 mètre du bord, et voilà. J'ai fait la même prise de température à l'intérieur. Dehors,
on était à 35 degrés, 32 degrés sur le matériau, je crois, et à l'intérieur, on avait 12 ou 14 degrés de moins. Et moi, en bas, dans l'atelier, qui est un atelier en pierre, une vieille grange, j'avais 19 degrés. Voilà. Donc on a une idée de la capacité d'isolation. Alors évidemment, ça c'est du blabla. Il faudrait voir avec des matériaux comparatifs pour être sous abri, avec des mesures un peu plus exactes. Mais ça donne déjà une bonne idée de ce qu'on peut faire avec ça. Voilà. C'est tout. Alors, il y a tellement de choses à dire, mais c'est dos à une image et en fait, moi, si vous venez à l'atelier, je vais vous en parler pendant une journée si vous voulez, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je pense que là, pour le contexte, c'est déjà une très bonne approche. Merci beaucoup. On note également la deuxième invitation. Donc finalement, vous n'avez pas perdu la soirée. Ça va être convivial et on pourra ressentir. Merci pour ces retours. On voit effectivement que vous avez dit pas mal de choses aussi intéressantes. On parle souvent de matériaux. En fait, vous avez utilisé des termes ancestraux. Vous avez parlé d'une centaine d'années. Mais vous avez aussi parlé de technologie. Donc on a vu juste avant avec Kevin de paille hachée, donc un soufflet. Là, vous parlez de technologies qui permettent aussi d'améliorer un peu les conditions de travail pour accueillir notamment des collaborateurs. Donc on voit aussi que c'est des filières qui sont en mouvance, qui évoluent avec les technologies d'aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant. Et puis moi, j'ai noté aussi pas mal d'échanges que vous avez eu un peu tous finalement. C'est que vos réussites aussi se basent beaucoup sur l'échange. Vous parlez, voilà, vous avez auditionné les entreprises pour bien connaître, vous allez questionner les acteurs locaux, vous accueillez les entreprises dans votre atelier. Donc on voit que finalement, en fait, l'échange dans le cadre de vos projets pour réussir vos ambitions d'usage de ces matériaux, c'est aussi un critère important pour connaître la façon de faire, pour connaître un peu la ressource locale et les acteurs qui sont animés de cette passion. Donc la conférence touche à sa fin. Toutefois, on vous a promis un temps d'interaction, donc la parole est à vous. Si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur des choses évoquées ou ne serait-ce aussi qu'un partage d'expérience, si vous-même vous avez utilisé ce type de matériaux, n'hésitez pas, je viendrai me déplacer avec le micro.